Bonsoir. Matra Murena 1,6 litre de 1981. Protagoniste principal d'une formidable épopée. Du moins, pas forcément d'une restauration, mais assurément d'une remise en route. Pour la faire courte, c'est l'ultime collaboration de Matra Automobile avec Simca, qui entre-temps était devenu Talbot, suite à son intégration au groupe PSA fin 80. Arrête ça! Je veux voir le moteur! Je veux le voir le moteur! Je suis passionné par les moteurs. Bien, tout cela tire un peu la gueule, mais on va dire que c'est sointant, ou ça a été à un moment donné sointant. J'ai pas encore ajouté de liquide de frein depuis que je l'ai. Bon, elle freine mal, hein, évidemment, mais le véhicule s'arrête quand même sans trop pomper. Une purge convenable et je verrai si avec la pression normale et un niveau normal, ça va commencer à dégueuler un peu de partout. Il me dit les moteurs! Je veux le voir le moteur. Bien, voici le 1,6 litre. Donc moteur Simca, hein, le moteur dit Poissy, créé fin des années 60. Après, il était dit dépassé pour l'époque, parce que c'est un arbre à cames latéral, donc on a malheureusement de longues tiges de culbuteur qui rendent pas un bruit très sportif. Enfin, le bruit, c'est aussi à cause de la distribution qui fait ce bruit caractéristique d'une machine à coudre. Donc voilà, quand on pousse dans les tours, c'est pas très mélodieux. Ici, on se contente du 1600 vendu pour assurer un volume de vente suffisant. Hein. Pour la faire bref, ce qu'on reproche à ce moteur, c'est pas sa fiabilité. Hein. Il manquerait plus que ça, que ce ne soit pas fiable. C'est que ça n'a pas de couple. Hein. La caisse fait quand même 1 tonne, donc 93 chevaux. C'est un peu lamentable. Alors qu'elle est dessinée en coin, on dirait qu'elle va couper les gens en deux si elle s'aventure sur le trottoir. Mais bon, hein, quand je dis que ça n'a pas de couple, ça reste tout à fait agréable à rouler. Dans la circulation normale, c'est tout à fait à la page. Hein. On peut doubler sans problème des véhicules modernes. De toute façon, aux allures légales, passer 4000 tours, ça commence à être un peu rigolo. Ça monte à 6005. Pas plus haut malheureusement. Pour autant, il monte pas si vite en régime. C'est ça qui est un peu dommage sur ce moteur. C'est qu'un moteur sans couple, on peut s'attendre à ce qu'il soit rageur. Ici, les montées en régime sont assez timides. Les Murena 1600, alors je ne sais plus si on était en plein choc pétrolier, elles sont sorties qu'en simple double corps. Ici, on a la petite subtilité du tuning de l'époque. Le précédent propriétaire, on fait installer deux carbus double corps, Weber 36 DCNF. Ceux qui connaissent un peu le tuning sur les Cox doivent un peu connaître, ça vaut rien du tout, hein. C'est pas des carbus très chers, faut juste les trouver. Donc ici on a la coiffe de carbu qui viendrait d'une Simca 1100 Ti, les deux carbus et la pipe d'admission. Normalement ça peut venir d'une Simca 1307S. Est-ce que c'est possible que ça vienne d'une Matra Bagheera, cette pipe d'admission pour les deux carbus? Alors ça c'est possible. Hein. Ça permet tout de suite d'être un tout petit peu plus sérieux. Donc on doit taper dans les 100 chevaux. Notez l'absence toutefois pratique de la console centrale. Ça reste un moteur de tracteur, donc il y a beaucoup de pièces qui sont trop lourdes. Voilà, alors il y a moyen de les alléger. Hein. Évidemment le volomoteur, le vilebrequin, on peut même alléger les culbuteurs. Hein. On peut les alléger, les équilibrer. On a évidemment le 2,2 litres Chrysler, hein, aussi Simca Chrysler pour le coup, qui n'était pas du tout aussi le premier choix de Matra, qui évidemment a plus de couple. Pour ceux qui n'aiment pas chaque fois taper dedans pour avancer un peu, c'est sûr le 2,2 litres est plus agréable, mais il a des montées en régime encore moins franches. Lui n'a pas d'arbre à cames latéral, donc exit les tiges de culbuteur. À mon avis, il doit faire un bruit un peu plus sympathique, mais il reste trop placide
Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'Arbacam en tête pour le coup, parce qu'il a quand même ces 2 rangées de culbuteurs. Il n'est pas fou non plus, hein. Je pense qu'il tape à 120 chevaux. Pour un 2,2 litres, c'était un peu dommage. Matra, au début, proposait des préparations en concession. Et à la toute fin, les Murena S, entre guillemets, sortaient d'usine avec cette préparation. Ça faisait un peu moins bricolage. Évidemment, c'est arrivé trop tard et ils l'ont dans le cul, quoi. Mais... Alors, problème nul, la Murena a l'indicible honneur de bénéficier d'une jauge électronique. Fort bien, ici le problème n'a finalement pas grand chose à voir avec l'électronique. C'est que la jauge s'enfonce pas complètement. Et ça bloque de manière franche. Bon, c'est pas un drame, mais ça veut dire qu'il y a de la merde dans le puits de jauge. Rien que pour faire le niveau convenablement, c'est chiant. Et c'est d'autant plus énervant que j'ai déjà démonté le carter. Vu la gueule de la jauge, je sais même pas où j'en suis, quoi. Je ne sais même pas, je crois que j'ai quand même mis en plus beaucoup trop d'huile. Bon, ça c'est bien fait pour ma gueule. Personnellement, ça me dérange pas trop, hein. Oui, certes, c'est pas joli, mais avec l'esthétique globale, avec le dessin de la voiture, je trouve qu'elles lui vont relativement bien. Le problème, c'est pas qu'elle soit moche, c'est possiblement qu'elle soit lourde. Ici, on est sur un peu du 15 pouces d'origine. Je crois que les tôles d'origine sont en 13. Les jantes d'origine, je suis pas non plus fan. Je préfère celles qu'on mettait sur les Baguera. Donc on a évidemment une boîte à air un peu déportée. Bon, je trouve que ça fait quand même pas mal de chemin pour acheminer l'air à l'admission. Parce qu'avant, sur les Matra sortis d'usine, les 1600, il y avait l'espèce de boîte de conserve là et l'unique carbu double corps en dessous de cette boîte à air. Et ici, je ne sais pas trop ce qu'ils ont foutu dans le moteur, donc avec de la chance, ils ont peut-être pu installer un Arbacam taillé un peu plus méchant. Donc, j'ai aussi changé les espèces de membranes des pompes de reprise des 2 carburateurs, parce que ça pissait l'essence dès qu'on touchait à la pédale d'accélération. Heureusement, l'essence coulait du côté des puits de bougie et non du côté du collecteur. Donc c'était merdique, mais pas au point d'être tragique. On voit bien qu'il y en a un qui est très très sale, calaminé, pour une espèce de calamine. C'est ça, et l'autre qui est propre. Alors vas-y, c'est quoi la différence, tout simple, on a pris, c'est Mercedes, d'accord, on a pris 2 moteurs, 100 000 km, 2 moteurs essence, 2 litres, ok, l'huile standard du marché, je ne te rappelle non, et l'huile Shell, et donc on va voir la différence, un moteur au bout de 100 000 km qui est complètement tracé, et là un moteur qui est complètement tracé. D'accord, ok, on voit une sacrée différence. Donc pourquoi? C'est la question que je me pose. L'argument principal de la Murena, c'est la galvanisation de son châssis. C'est une des premières autos à bénéficier de cette technique en série. Donc, il trempait le châssis de la voiture dans un bain de zinc. Ce qui nous amène à la maladie principale de la Murena, c'est ces bras de suspension arrière qui ne sont pas traités. Et du coup, si la caisse ne pourrit pas, eux pourrissent allègrement de l'intérieur. Évidemment, c'est une pièce qui ne se trouve plus. On en refabrique à des prix prohibitifs. Sur les 2,2 litres, c'est en plus des bras renforcés. Donc les bras sont spécifiques à la 1,6 litre.
Et on peut rajouter que la galvanisation à chaud, en plus de protéger de la corrosion, rigidifie encore un peu plus le châssis, quoi. Donc c'est toujours bon à prendre. Elle a un peu mauvais goût quand même, hein, surtout en jaune, elle a la meilleure des couleurs. Bon, il faut aussi que je parle de ça. Bon le radiateur est mort. Je crois pas trop m'avancer, mais Covid-19. Bon, c'est pas de la mayonnaise ou je ne sais quel abject liquide, c'est juste de la corrosion. Bon, malheureusement, le délire des moteurs centraux arrière, faut amener la flotte du nez de la voiture au moteur, et du coup, on se retrouve avec 12 litres de flotte. Il y a quand même pas mal de merde dans ces fameux tuyaux. Quand je presse les durites, ça croustille un peu à l'intérieur. Comme sur beaucoup d'autres pièces de la Murena, ça vient souvent de la grande série, donc ça normalement c'est les mêmes que les radiateurs de certaines Visa et de C15. Le plus laborieux sera de tomber le radiateur par le bas. J'ai pas tapé, j'ai perdu une roue. Bon, ici on peut voir que la voiture s'est tapée une bordure. Ils sont défoncés pareil à l'autre bout. Oh putain, peu de temps après l'achat, je me suis dit qu'il n'y avait pas encore assez de travaux à faire. Donc après intense réflexion, je me suis arrangé pour rajouter un peu de ce qu'on pourrait appeler de carrosserie. Donc voilà. J'ai fait une reconstitution de la délicate manœuvre. Sur l'instant, ça fait mal, quoi. Le son, surtout le bruit de la fibre qui craque, le bruit du gond de portière qui s'enfonce dans le châssis, c'est assez douloureux, quoi. C'est assez douloureux, mais bon, ça reste une automobile. Hein. Bien évidemment, c'est la merde, hein. Ça a quand même déchiré, même le châssis, notamment près des soudures des charnières. Hein. Quand elles se sont enfoncées dans le châssis, ça n'a pas vraiment apprécié. Alors j'ai redressé, pour l'instant, avec ça, une barre de fer. Je me suis codement fixé sur les charnières. Bon, je vais essayer de ressouder une vraie platine avec les 3 boulons pour me fixer complètement sur la charnière. Et c'est malheureusement à partir de la charnière que j'essaie de faire bras de levier pour redresser le merlier, quoi. Donc ce serait mieux de se fixer directement sur la pièce qui est soudée au châssis. Mais soit il n'y a pas beaucoup de place, soit on n'a pas le bon angle. Enfin, dans tous les cas, le redressement va charcuter les charnières. Quand j'ai acheté la bagnole, à noter qu'il y avait déjà des cales en bas. Bon, la caisse roule toujours droit. Bon, c'est pas avec un choc à 3 km/h qu'on va condamner un châssis, mais c'est un endroit de merde, hein, en plus. J'aime pas forcément souder là quand j'aurai le gaz, parce qu'évidemment, il faudra que je referme les endroits où la tôle s'est déchirée, même si on ne parle pas de 15 cm, hein, c'est 1 cm par-ci, 1 cm par-là. Pour que la farce soit complète, j'ai dévissé ça pour me donner un peu plus de jeu, pour fermer comme un malhonnête la portière. Bon, évidemment, l'écrou est tombé dans les méandres de l'aile arrière. Bon, ça... C'est de la merde, mais ça verrouille la portière, ou du moins la portière en roulant ne peut plus s'ouvrir. Quand on avait l'indicible honneur de rouler en Matra Murena 1,6 litre, on a installé une alarme pour ne pas se faire dérober un si prestigieux véhicule. Je pense qu'ils ont ajouté par le même coup la centralisation. Je ne crois pas que ça se faisait de série. Donc la voiture a un verrouillage centralisé,
Du coup, les serrures, soit elles sont grippées, soit elles sont bouchées avec je ne sais quelle crasse, mais les barillet sont inopérants. De voir un peu de plus près la matière de la carrosserie, hein, qui est, je rappelle, de la résine mélangée à de la fibre de verre, hein, broyée. Donc ça donne ça. Bon, là c'est une portière, mais c'est fait pareil pour les ailes et les autres panneaux de carrosserie, quoi, qui sont collés ou riftés au châssis. Super. Suspension à barre de torsion longitudinale et double triangulation, s'il vous plaît. Typiquement, avec ces suspensions qui ne sont pas du type MacPherson, entre le passage de roue et le capot, il y a quoi? Il n'y a même pas 10 cm. Un CX tout à fait convenable. Bon, le CX, c'est un peu ce que mettent en avant les gens qui n'ont pas su foutre quelque chose de convenable pour propulser la bagnole. Et ça permet de taper, je crois, les 190 km/h. Mensonge. Alors pourquoi s'emmerder avec un coupé sportif qui ne dépasse pas 100 chevaux en 2022? C'est un échec commercial, donc il y en a peu. Ça a été assassiné par un type de voiture que je trouve fondamentalement chiant, c'est-à-dire des citadines traction. La Matra, elle avait en face d'elle seulement la première Golf GTI, qui rien qu'elle marchait plus fort. On a bien sûr la 205 GTI à la fin de la commercialisation de la Munerena, donc en 84. C'est triste parce que, automobilistiquement parlant, une citadine traction avec des chevaux, c'est pas marrant comme bagnole, hein. On survend les GTI seulement à cause de la spéculation et d'une nostalgie mal placée, parce qu'à la conduite, elles n'ont que pour elles leur poids ridicule, et c'est vrai, leur relative bonne motorisation. Mais bon, quand on peut avoir un moteur central arrière où on est à 30 cm du sol, à la conduite, il n'y a pas photo, hein. Et celui qui avait du pognon, il y avait les BM30 qui arrivaient en 83, hein, je crois. Il y avait même chez Opel, il y avait les Manta, il y avait encore les cadettes, même les Monza. Il y en avait une chier, hein, de coupés dits sportifs. Alpine a eu le même sort. Elle était déjà âgée, hein, l'A310, qui était coupée aussi moteur central arrière, quoique l'Alpine A310, il était encore en porte-à-faux, je crois. Ils ont pris le parti de se perdre avec des voitures plus GT, donc en mettant leur PRV à l'arrière de leur voiture. On notera un design particulier du frein à main. Les pop-up fonctionnent. J'ai pas besoin de le montrer. Et le principal avantage de ces 3 places, c'est surtout d'avoir une voiture plus large que la normale. Ce qui est en plus accentué par la hauteur du toit. On a 1,22 m, je crois. Ça écarte les voies, quoi. Les roues sont plus écartées. La tenue de route est évidemment améliorée. Donc vous l'aurez compris, hein, le but de cette vidéo est plus une présentation état des lieux de la voiture. La suite sera plus, je crois, intéressante, hein. J'ignore combien il y aura d'épisodes de vidéos, mais le but est assez simple, hein, c'est de narrer la remise en forme de la bête. La bagnole est roulante, hein, un peu malade mais roulante. Et surtout, dans ce climat, je dirais autophobe, de montrer qu'on peut toujours acheter des voitures de 40 ans. Hein. Ces voitures représentent quelque chose, alors sans être réactionnaire, mais elles représentent quelque chose qu'on a, je trouve, perdu, pas que dans l'automobile. Ça représente une certaine forme de liberté, peut-être. J'aimerais faire le radiateur le plus vite possible. Donc j'ai déjà commandé un tout en alu pour 360 balles. Il n'arrivera pas avant 1 mois ou 2. Viendront aussi les freins, ou du moins la purge des freins, pour qu'elle fasse autre chose que ralentir. Évidemment, on n'échappe pas au jeu dramatique du levier de vitesse, hein. La boîte est 1 km derrière, donc on a un système de tringlerie absolument abominable sous la voiture.
Par contre, toutes les vitesses passent. C'est une boîte de CX, de Citroën CX. Il y a peut-être 2-3 broles qui changent en interne, mais là nous sommes en première, là nous sommes en seconde, là nous sommes en troisième, là nous sommes pas en quatrième, si nous sommes, nom de Dieu, nous sommes en quatrième et nous sommes en cinquième. Donc voilà, précision. Alors en soi, cette précision légendaire n'est pas un véritable problème, hein, mais ici, sur cette bagnole, évidemment, quand on a le pied sur l'accélérateur, quand on veut passer la première ou la seconde, c'est un peu inconfortable, on va dire. Donc ça, c'est chouette, on a une pédale d'accélérateur qui est ancrée de la bonne façon, de la bonne manière.